Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. En Syrie, le cessez-le-feu a pris effet selon le plan russo-américain. Les combats ont effectivement cessé dans la plupart des régions de l'ouest du pays. Reportage. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté la résolution à l'unanimité vendredi. Celle-ci appelle les parties au conflit à se conformer à l'accord de Genève. La demande était inclue dans une résolution rédigée par la Russie et les États-Unis. Le médiateur Staffan de Mistura dit qu'il veut faire repartir les pourparlers de paix dès le 7 mars. Monsieur de Mistura dit que les pourparlers se feront avec des représentants du gouvernement syrien et de l'opposition, ainsi que des groupes d'individus associés aux rencontres de Moscou et du Caire. Aucun doute, beaucoup de gens veulent faire déraper le processus, mais nous y sommes prêts. Nous ne nous laisserons pas impressionner. Nous allons voir tous les problèmes et certainement obtenir la fin des hostilités. Le représentant permanent de la Chine auprès de l'ONU, Liu Tieyi, a déclaré que seule une solution politique peut résoudre la crise syrienne. Il a ajouté que ce principe fondamental devrait être préservé en toutes circonstances. Toutes les parties impliquées en Syrie doivent appliquer scrupuleusement les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que l'accord conclu lors de la réunion des envoyés du groupe de soutien international à la Syrie, l'ISSG. Il devrait privilégier les intérêts de la Syrie et de son peuple en engageant des pourparlers de paix dès que possible et en laissant le peuple syrien décider du futur de leur pays. Tandis que les grands pays de la région devraient mettre fin à toutes les accusations mutuelles et prendre des mesures pratiques pour éviter l'aggravation de la situation. Ils devraient plutôt jouer un rôle constructif afin de mettre en œuvre l'accord de cessation des hostilités et étendre le champ d'activité de l'action humanitaire. Les Iraniens ont voté nombreux et dans le calme vendredi, lors d'un double scrutin déterminant pour la poursuite de la politique d'ouverture du président modéré Hassan Rouhani, qui espère asseoir son autorité face aux conservateurs. Les bureaux de vote à l'élection du Parlement et de l'Assemblée des experts, qui nomment le guide suprême, ont fermé tard, après 4 heures de prolongation dans les régions et près de 6 heures à Téhéran. Tout au long de la journée, de nombreuses files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote des grandes villes, dont Téhéran, signe de l'intérêt suscité par ces élections. Les résultats globaux et définitifs, qui devront être confirmés par le puissant Conseil des gardiens de la Révolution, ne sont pas attendus avant plusieurs jours. Les élections en Iran sont les premières depuis la conclusion en juillet d'un accord entre les grandes puissances et Téhéran sur le programme nucléaire iranien. Les Iraniens étaient appelés à élire les 290 membres du Parlement et les 88 sièges de l'Assemblée des experts, deux instances dominées par les conservateurs. Une compétition féroce pour les 290 sièges du Parlement iranien. Cela fait 4 ans que les dernières élections législatives ont eu lieu. Les citoyens se rendent aux urnes avec plus de 6000 candidats à des mandats de 4 ans. C'est un record historique. La bataille politique se fait entre conservateurs et réformistes. Chaque parti bande ses muscles pour obtenir une majorité. Beaucoup croient que les conservateurs ont l'avantage, comme ces 12 dernières années d'ailleurs. Mais le président réformiste Hassan Rouhani a changé le spectre politique en 2013 avec son élection. Et ses supporters sont désormais assez enthousiastes à l'idée de défier les conservateurs. Un parlement ami devrait ainsi paver la voie pour une réélection de Hassan Rouhani l'an prochain. Un analyste pense que tout est lié à l'économie. Maintenant que les sanctions sont levées, le prix du pétrole n'est pas très élevé. Mais le président Rouhani est capable d'améliorer l'économie et devrait être réélu. L'Iran a eu un rôle majeur dans la région depuis l'accord nucléaire de juillet. Le résultat de l'élection est surveillé par non seulement les Iraniens, mais aussi les étrangers du monde entier. Quel que soit le résultat, les décisions prises auront des conséquences importantes pour le pays. Le sort de l'Iran en dépend. Et puisque l'on parle d'élection, l'ex-chef de guérilla kosovar, Hashim Thaçi, a été élu président de la République par le Parlement. Tout de suite, plus de détails. Hashim Thaçi a été élu par le Parlement qui compte 120 sièges. Aucun député de l'opposition n'a participé au scrutin. La plupart de ces derniers en ont été privés après avoir perturbé le travail des parlementaires en faisant usage de gaz lacrymogène.
Plusieurs dizaines de militants de l'opposition qui protestaient contre cette élection se sont également affrontés aux forces de police. Hashim Thaçi dirige le Parti démocratique du Kosovo, une formation politique qui, avec la Ligue démocratique du Kosovo et d'autres alliés de moindre importance, détient la majorité parlementaire. À compter du 6 avril, le nouveau président sera officiellement nommé pour un mandat de 5 ans. Après tout, depuis maintenant une dizaine d'années, je suis celui qui a obtenu le plus de voix pour diriger le pays. Je suis aussi le gagnant de 6 élections d'affilée. Cela étant, le rôle de l'unité est défini par la légitimité civique et non par un principe politique spécifique. C'est avec le plus grand plaisir, avec la plus grande responsabilité, que je servirai tout le monde et je suis prêt à coopérer avec chacun, y compris les partis politiques et tous les segments de la société du Kosovo. En France maintenant, dans la ville de Calais, les autorités ont commencé à passer dans un camp de migrants pour informer ces derniers qu'ils devaient quitter les lieux. Un juge français a en effet approuvé le démantèlement du campement de fortune, surnommé La Jungle. Cependant, des organisations humanitaires font savoir que de telles expulsions vont à l'encontre des droits fondamentaux des migrants. C'est une grande inquiétude. Il fait encore drôlement froid. On est encore en période hivernale. Comment un juge peut-il accepter de faire ça en période hivernale, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants, de femmes, de petits et de mineurs isolés? La date butoir a été atteinte mardi. Les migrants auraient dû quitter la partie sud du camp, une zone située aux abords de cette ville portuaire du nord de la France. Les autorités ont fait savoir que si nécessaire, elles auraient recours à la force pour déplacer les migrants dans un camp de conteneurs situé à proximité ou dans d'autres structures d'accueil. Des ONG estiment que 3400 migrants vivent dans la partie du camp qui doit être détruite, soit 3 fois plus que les données officielles. Des responsables français ont rencontré les ONG exerçant des activités dans le camp de migrants de Calais pour évoquer la destruction du camp de fortune. Les autorités ont promis qu'il y avait suffisamment de place dans les structures d'accueil gouvernementales pour accueillir tous ceux qui seraient déplacés. Et nous avons aujourd'hui annoncé, d'une part, qu'il y a 500 places nouvelles disponibles immédiatement et 500 autres qui vont l'être dans les jours qui viennent pour offrir à ces personnes des accueils partout en France pour vivre dignement et avoir des lieux où ils peuvent discuter, réfléchir et présenter leur demande d'asile en France. Autre sujet d'actualité, un responsable du ministère américain des Affaires étrangères est arrivé en Corée du Sud tôt dans la matinée de vendredi. Explication en images. Le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, Daniel Russell, a rencontré le ministre coréen des Affaires étrangères, Yoon Byung-se, et le vice-ministre coréen des Affaires étrangères, Kim Hong-kyun. Russell est arrivé en Corée du Sud après que les États-Unis ont présenté jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution qui renforcera les sanctions contre la Corée du Nord en réponse à ses récents essais nucléaires et tirs de fusées. Si le projet est approuvé, il deviendra le régime de sanctions le plus sévère de ces 20 dernières années. C'est un moment important. Je suis fier de cette coopération phénoménale, de la coordination entre la Corée du Sud et les États-Unis, qui a donné lieu à ce projet de résolution. Et plus important encore, cette stratégie a donné lieu à un consensus international. La pression a raison d'être. Et l'objectif est d'emmener la RPDC à reconnaître que leur issue est la dénucléarisation et le respect des obligations internationales. Nous sommes très proches de l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité. Nous pensons que cette résolution, assortie de sanctions, sera l'une des plus robustes et efficaces de l'histoire des Nations Unies. Avec cette résolution assortie de sanctions individuelles, et ainsi que la pression exercée par la communauté internationale, qui a pour but de pousser la Corée du Nord à réaliser qu'elle n'a d'autre choix que de changer sa stratégie et sa ligne de conduite. Santé maintenant, la dengue et le virus Zika sont deux fléaux qui touchent des dizaines de milliers de personnes au Brésil et en particulier celles vivant dans des communautés pauvres avec des conditions sanitaires insalubres.
Voici le quartier de Lajeado à Sao Paulo. Déjà cette année, il a enregistré le plus grand nombre de cas de fièvre de l'épidémie de dengue. Celle-ci se propage par le même moustique qui est porteur du virus Zika. Et les autorités déclarent qu'il n'y a pas de coïncidence. Il s'agit là de l'une des zones les plus pauvres de la ville la plus riche du Brésil. Et la même chose se passe dans les autres grandes villes du Brésil, telles que Recife. Les populations les plus pauvres sont fréquemment les plus lourdement touchées par la dengue ou le virus Zika, toutes propagées par le moustique. Une zone à la population extrêmement dense, avec des pénuries d'eau et des infrastructures d'égout manquantes, sans parler d'une collecte des ordures mal organisée. C'est exactement le genre de lieu où le moustique, porteur de la maladie, comme l'Aedes aegypti, trouve tout ce dont il a besoin pour se reproduire, se développer et infecter les gens. Cette retraitée et sa petite fille sont toutes deux récemment tombées malades à cause de la dengue. Désormais, elle espère seulement qu'elle ne contractera pas le virus Zika. Je pense que la propagation de maladies a un lien avec cette eau qui empeste et près de laquelle nous devons vivre. C'est horrible. Je sais que chez moi, je fais attention à ne pas avoir de lieu où les moustiques vont se reproduire. J'aimerais que les autres habitants fassent de même, car si je le fais, mais pas mes voisins, alors cela ne sert à rien. Cet expert en maladies infectieuses déclare que le manque de sanitaires est une grosse partie du problème, mais s'inquiète également du manque d'informations au sein de la communauté. Un gros problème est la qualité de l'éducation de ces campagnes qui visent à lutter efficacement contre ces moustiques. Il est essentiel d'avoir l'implication de la communauté pour détruire les sites de production et c'est souvent plus difficile quand les gens ont moins d'informations. Incapables de faire face à la propagation du moustique et des maladies qui en résultent, les autorités de Sao Paulo ont installé des tentes d'urgence pour les personnes les plus touchées, afin de tenter au moins d'identifier les cas. Cette femme au foyer s'est réveillée avec les symptômes et est venue ici pour subir un examen. Il y a de nombreuses zones ici avec des deux-coups à l'air libre et des tuyaux bouchés que les autorités de la ville ne nettoient pas assez souvent. Et aussi beaucoup d'ordures dans les rues. Je pense que c'est pourquoi cette région a tant de cas de dengue. Le Brésil a les plus hauts niveaux d'inégalité des revenus. Désormais, il semble que la dengue et le virus Zika deviennent les nouveaux repères séparant les riches des pauvres. Passons maintenant à notre rubrique économique présentée par Elsa Suriang. Bonjour à tous. Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des nations du G20 poursuivent leur réunion. Le sommet de 2 jours qui se déroule actuellement à Shanghai se concentre principalement sur les réformes structurelles. Après leur réunion à huis clos, les participants se sont regroupés pour la traditionnelle photo de famille. Ce samedi soir aura lieu une conférence de presse de la présidence. On attend également un communiqué. Cet événement est organisé alors que la croissance économique mondiale est en berne et que les marchés financiers sont marqués par une instabilité grandissante. Le ministre chinois des Finances a affirmé que les réformes structurelles étaient le meilleur moyen d'assurer la croissance économique de la planète au sein des pays du G20. Les acteurs financiers réunis à Shanghai doivent maintenant préparer la trame du sommet du G20 qui se déroulera en septembre. Au cours de ce sommet, les nations devraient parvenir à un consensus sur les réformes proposées. Depuis que la Chine assure la présidence du G20, nous avons donné la priorité aux réformes structurelles, la tâche la plus importante. Notre objectif est l'établissement d'un coefficient de réforme structurelle pour juger du processus des réformes dans les principaux États membres. Le but est de faire progresser les réformes structurelles des grandes économies et du monde, tout en développant une croissance mondiale durable et stable à moyen et long terme. Hier vendredi, les ministres des Finances du G20 ont assisté à des séminaires de haut niveau. Ils ont exprimé leur soutien aux réformes structurelles. Des réformes structurelles, une phrase qui fait le buzz dans le monde de l'économie. En tant que pays hôte du G20 cette année, la Chine propose un système d'évaluation des réformes structurelles parmi les économies membres et ces domaines qui doivent avoir la priorité dans l'accélération des réformes structurelles. Les réformes ont été lentes dans les pays avancés et émergents et les objectifs de croissance ont été manqués. Souvenez-vous, à Brisbane, ils ont dit qu'il faut 2% de croissance en plus. Eh bien, nous avons déjà parlé de ça plusieurs fois. Nous disions que ça n'arrivait pas et maintenant ça se répète et nous devons faire mieux. Les pays doivent accélérer leur processus de réforme. En janvier, le Fonds monétaire international a baissé ses prévisions de croissance de 0,2 points de pourcentage et cela pourrait sonner la fin de l'histoire.
Nous demandons aux pays du G20 d'accélérer la mise en place de la réforme structurelle qu'ils ont promise. Nous ne demandons pas d'intervention. Nous disons simplement que l'engagement qu'ils ont pris, ils doivent le mener à bien en grand et avec courage. À mesure que la croissance mondiale ralentit, un effort collectif fort et une réponse doivent être apportée. Il y a un certain nombre de sujets à aborder, la productivité, l'emploi, le changement de sexe. Des sujets centraux pour le développement et le bien-être des gens. Nous devrions coopérer davantage. Nous devrions avoir du développement dans les infrastructures. Tout ce genre de choses que le G20 a initiées, et ils sont bons. La réunion des chefs financiers a officiellement ouvert vendredi soir. Le président du bureau des gouverneurs de la NDB, Anton Siluanov, affirme que la banque envisage de s'étendre une fois le moment venu. Les membres de la NDB comprennent les pays des BRICS, soit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Chaque pays a souscrit $1 milliard. La banque de développement a été lancée l'an dernier, le 7 juillet, lors du sommet des BRICS pour financer leurs projets. La Banque du Nouveau Développement se prépare pour son premier lot de financement de projets concentrés sur l'énergie durable et verte. Les responsables de la banque affirment que les propositions faites par les membres fondateurs de la banque, à savoir le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud, sont des projets qui utilisent l'énergie éolienne, solaire et hydraulique. L'énergie nucléaire est exclue. Chaque membre fondateur a au moins un projet sur la liste. Toutefois, les projets sont encore au stade préparatoire et je suis certain à 100% que chaque projet sera soumis au bureau des directeurs en avril en raison des problèmes techniques et de procédures d'approbation. Monsieur Zhu dit que chaque projet à approuver sera d'au moins 100 millions de dollars. Il ajoute que certains de ces projets seront probablement libellés en yuan plutôt qu'en dollars. La banque de BRICS envisage aussi de s'ouvrir à d'autres membres. Le monde de l'économie est déjà terminé, mais ce n'est pas la fin du journal. Retrouvez Jonathan sur le plateau principal. Merci beaucoup Elsa. Et en effet, avant de nous quitter, une information concernant le monde du football. Gianni Infantino a été élu nouveau président de la FIFA. Sa tâche sera de lutter contre l'image de corruption de l'organisation sportive. Reportage. 0. Nombre total de votes valables recueillis par Gianni, 115. Un nouveau président pour le FIFA depuis 1998. Gianni Infantino succède à son compatriote suisse Sepp Blatter comme président de cet organisme très corrompu. Les 5 candidats sont arrivés confiants au Congrès. Avant le vote, de nombreuses réformes ont été adoptées contre la corruption. Toutes les réformes ont été votées à l'unanimité. L'élection présidentielle en revanche a été disputée. Chaque candidat a eu sa chance pour s'adresser à l'Assemblée. Venant d'Asie, essayant de fermer la marche entre les pays petits et grands est vital. Et c'est une priorité pour nous autres, au nom de la solidarité et d'aider les petites nations. Le secrétaire général de la UEFA, Gianni Infantino, a fait un discours passionné et a promis que l'argent irait désormais dans le football. Ce n'est pas parce que l'argent de la FIFA est votre argent que ce n'est pas l'argent du président et c'est votre argent, l'argent des associations et l'argent de la FIFA qui sert au développement du football et à rien d'autre. My campaign is suspended as of now. I thank you. Le Sud-Africain Tokyo Sexwell a créé la surprise durant la campagne en la quittant les 104 candidats en lice. Et une mini-surprise a eu lieu au premier tour avec Infantino obtenant le plus de voix, à savoir 88, laissant le cheikh Salman derrière avec 85. Le prince Ali Ben Al-Hussein de Jordanie a obtenu 27 votes et le français Jérôme Champagne 7 fois. Aucune majorité claire n'a été trouvée, aussi a-t-il fallu un autre vote. Et c'est Infantino qui l'emporte avec 115 voix contre Salman. Infantino était sans voix. Il n'est entré dans la course que depuis le départ de Michel Platini. Je veux travailler avec vous tous, de façon à restaurer et reconstruire une nouvelle ère pour la FIFA, et une nouvelle ère pour la FIFA où le football peut se trouver au centre.
Sheikh Salman a été désappointé mais n'a rien laissé paraître. Je le félicite et je le soutiendrai dans l'avenir. Quel que soit l'avenir, nous serons ensemble. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programme à toutes et à tous sur CCTV Français.